Vous êtes sur l'épisode 1, 2, 4 avec mon invité Olivier Sénille. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Pour les premiers ministres, en général, les sondages sont très utiles au début de leur mandat et ne servent plus à rien rendu à la fin. Je trouvais que c'était une citation qui était vraiment rigolote, mais aussi qui allait très très bien avec notre invité du jour, Olivier Sénille, qui lui est directeur du développement sur InfoPro Digital Études. InfoPro Digital Études, ça aide les entreprises à créer du contenu via justement les études. Aujourd'hui, on a parlé avec Olivier justement de comment on peut se servir d'une étude pour créer du contenu à valeur ajoutée pour son entreprise et pour l'ensemble du secteur dans lequel on œuvre. Comment les entreprises peuvent également se servir des données recueillies pour alimenter leur source de contenu pendant une très, très longue période de temps. Et concrètement, comment ça fonctionne pour faire des études au niveau des coûts et comment on fait pour se lancer. Alors, c'est un peu les sujets qu'on a traités avec Olivier Sénille. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin parce que je pense que vous allez vraiment apprécier cette nouveauté. On n'a jamais traité de cet angle-là au niveau du marketing et des ventes et je pense que vous allez particulièrement apprécier l'entrevue avec Olivier Sénille. Ça apporte du nouveau contenu. Le fan de cet épisode est Youssef Gelache. Youssef a laissé une note et un commentaire sur iTunes et ça va comme suit. Une découverte en 2018, un podcast très intéressant et inspirant à écouter pour des idées marketing et stratégie d'affaires. Merci Marco. Eh bien, moi, je te dis merci, Youssef, pour avoir pris le temps, justement, de laisser une note, laisser un commentaire sur iTunes. Vous pouvez le faire à votre tour sans aucun problème. Vous pouvez regarder sur le marcobernard.ca/avis-iTunes si jamais vous ne savez pas comment faire, c'est quoi le chemin pour justement laisser votre avis sur iTunes directement. Ou vous pouvez le faire également en me laissant des commentaires sur les plateformes Facebook, Instagram, sinon sur LinkedIn, en vous rendant simplement au M Marco Bernard sur chacune de ces plateformes-là. Et à ce moment-là, vous pouvez me laisser des commentaires ou m'envoyer des messages pour que je puisse vous annoncer à titre de fan d'un prochain épisode. Alors, si vous le faites, prenez le temps de me laisser quelques détails sur vous, les façons de vous rejoindre sur les médias sociaux, rejoindre votre entreprise ou encore comment on peut vous rejoindre directement sur votre site Internet. Et à ce moment-là, je pourrai vous annoncer en bonne et due forme. Le partenaire de cet épisode, c'est Productions Extrêmes. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 1956 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue quand même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême. Il aide les entreprises à se démarquer à travers sondages et études. Je vous présente le seul et unique Olivier Sénille. Alors, on est avec Olivier Sénille. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'Accélérateur, Olivier. C'est super apprécié. C'est un plaisir, Marco. Merci à toi de m'avoir invité. Olivier, je te laisse te présenter, mais je te laisse aussi présenter ton entreprise parce que dans le domaine où vous œuvrez, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez particulier comme créneau. Donc, j'aimerais ça que tu puisses présenter l'entreprise et te présenter également ton parcours.
Avec grand plaisir. InfoPro Digital Études fait partie d'un groupe de presse. Un groupe de presse qui, à un moment donné, a eu la conviction qu'il était important d'offrir aux différents annonceurs qui s'étaient prendre la parole des fenêtres d'expression. Et ces fenêtres d'expression devaient être un peu plus innovantes, en capitalisant sur le digital, en capitalisant sur les événements, en capitalisant également sur la data et aujourd'hui sur les études pour pouvoir créer un contenu un peu différenciant qui, quelque part, permettait d'être, un, exclusif, et deux, et c'est très important, riche pour les entreprises qui s'y adonnaient. Ils ont créé cette ambition. InfoPro Digital Études est né de cette ambition. Moi, Olivier, je m'occupe du développement d'InfoPro Digital Études. Et moi, quelque part, ça fait 20 ans. 20 ans que je travaille dans ce milieu des études. J'ai commencé à mon tout jeune âge à faire des enquêtes, à aller sur le terrain, à interroger des gens, à comprendre ce que l'on pouvait faire à partir d'une chose très simple, poser une question. C'est très simple de poser une question. Mais poser une question permet d'avoir une réponse. Et bien cette réponse-là, ça peut être le commencement de quelque chose de grandiose. Il y a quelques années, au cours de ma carrière, j'ai eu le plaisir de rencontrer une dame lors d'un déjeuner qui m'a fait part d'une frustration que beaucoup de mes confrères connaissent. La frustration du chargé d'études. Chargé d'études, très souvent, lorsqu'il fait une enquête, qu'il réalise son rapport, eh bien, ce document reste classé dans une armoire. Alors, une armoire, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça reste classé dans un ordinateur, on est d'accord, ou sur une clé USB. Et en fait, cette responsable étude d'un grand groupe industriel me disait qu'elle, à la fin de son travail, très souvent, elle avait quelques instants, l'espace de quelques étages dans un ascenseur ou quelques marches dans un escalier pour présenter les résultats de son enquête à son PDG. Ça, c'est une frustration que beaucoup connaissent. Ce que j'ai essayé de faire avec toute l'équipe qui m'accompagne au sein d'InfoPro Digital Études, bien justement, c'est de réunir ces deux mondes, l'acquisition de connaissances et puis la capacité de le valoriser, de le médiatiser et puis d'en donner un peu plus de concret, un peu plus de corps. C'est ça aujourd'hui ma carrière, ça fait 20 ans justement que je collecte des données pour leur donner effectivement du sens. Et là, InfoPro Digital, c'est basé en France et toi, tu es en charge de développer le marché québécois, c'est ça? Oui, entre autres, effectivement. InfoPro Digital, c'est le plus gros groupe de presse et de médias professionnels en France. Il truste tous les univers, des collectivités territoriales jusqu'à la distribution, en passant par l'assurance et la construction, et évidemment l'industrie. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être également une fenêtre sur l'Amérique du Nord et puis y compris effectivement sur le Québec. C'est donner aussi l'opportunité à des entreprises québécoises qui souhaiteraient aller découvrir le marché français, trouver justement des partenaires en France, d'être leur relais, d'être une passerelle. OK. Donc là, à partir de ça, toi, les entreprises entrent en contact avec toi, ils te demandent la possibilité d'effectuer des études sur leur marché, peut-être sur leurs produits, peu importe le sujet, en fait, et ils utilisent ça par la suite pour être capables d'améliorer leur sort sur le marché européen. Oui, c'est exactement ça. En fait, dans les études, il y a deux possibilités. Soit on peut faire une étude de façon stratégique pour pouvoir acquérir de l'information pour soi. C'est un but très auto-centré, mais c'est un but stratégique pour pouvoir mieux connaître son marché, mieux connaître ses clients, mieux connaître son potentiel de développement. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'avoir une orientation qui est beaucoup plus altruiste, mais qui, à la fin, permet d'avoir le plus gros rendement, à mon sens. C'est de faire une enquête sur un univers afin d'apporter une information à ceux à qui on veut parler. Okay. Et ce type d'étude, beaucoup plus riche, permet d'une part d'acquérir tout de même de l'information. L'étude en soi permet d'acquérir de l'information, mais aussi permet de prendre la parole et de communiquer auprès d'une cible. Les entreprises qui viennent s'adresser à moi ont en règle générale cette deuxième ambition. L'ambition d'avoir une information sur un sujet, quelque chose d'extrêmement exclusif, mais d'attirer l'attention de leurs clients pour pouvoir gagner des parts de marché à la fin. OK.
Et au final, ces entreprises-là, ils vont récupérer les données. Par la suite, comment ils peuvent utiliser ces données-là pour créer du contenu sur une base? Parce qu'on s'entend, là, on ne va pas juste commander une étude et par la suite, comme tu disais tantôt, la mettre sur la tablette et c'est terminé, on ne s'en sert plus. Quelles sont les façons dont on peut réutiliser ces données-là pour vraiment alimenter nos sources de contenu pendant une longue durée de temps? Ah, mais tu as raison. Et effectivement, il est très important de réfléchir à la façon dont on va travailler avec ces données. Comme je te le disais tout à l'heure, une enquête, c'est avant tout une question. Et c'est même une série de questions, c'est un chapelet de questions. Et chacune de ces questions va permettre d'avoir une ou plusieurs réponses. À partir de ces données, à partir de ces réponses, on va pouvoir créer énormément d'engagement. Pourquoi? Parce que finalement, chacune de ces réponses, c'est un chiffre. Et chacun de ces chiffres, c'est une occasion de prendre la parole. Lorsqu'une marque va pouvoir faire une enquête, qu'elle l'ait faite avec un partenaire ou même qu'elle l'ait faite tout seul, on pourra peut-être en parler tout à l'heure si tu le souhaites, mais en l'occurrence, une marque peut très bien se débrouiller pour faire elle-même son enquête. Mais une fois qu'on a fait cette enquête, une fois qu'on a collecté ce chiffre, chacun de ces chiffres, c'est un moment qu'on va pouvoir utiliser sur son blog, sur ses réseaux sociaux, sur tous les événements, tous les moments où on peut prendre cet instant pour pouvoir communiquer et prendre la parole. Une étude, ça vit assez longtemps, en fonction de la typologie des cibles que l'on va toucher, en fonction de la périodicité que l'on va avoir. Par exemple, si on fait une cible sur une génération, prenons le cas des millennials, les millennials resteront les millennials. Évidemment, leurs attentes peuvent changer dans le temps, mais leur comportement à l'instant T reste le même et est valable pour des décennies. Eh bien, cette enquête, on peut l'utiliser, la réutiliser et la réutiliser encore. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est de voir que des enquêtes, des chiffres ressortent 10-15 ans après, puisqu'ils ont quand même du corps, parce que c'est une photographie à l'instant T, puis une photographie, on aime tous avoir la photo de nos proches, on aime bien la regarder. Bah, c'est pareil, une étude, on peut toujours l'utiliser. Mais il faut savoir la faire vivre, il faut savoir y penser. Donc, ça prend vraiment une interrelation entre le département marketing, le département des coms, et même les ventes à la limite, ça doit tous se parler parce qu'à un moment donné, tous ces départements-là à l'intérieur même d'une entreprise peuvent se servir des données qui sont recueillies dans une étude comme celle-là. Ah, mais tu as raison. Marco, ce que tu dis est très, très juste. J'en parle souvent avec des marketeurs de tous les univers. Il y a souvent une scission entre le marketing et la communication, déjà, à ce niveau-là. Et puis souvent, il y a une confrontation entre le marketing et les sales, la vente. Le département des ventes, en général, considère que l'argent qui est utilisé en marketing n'est pas le même que ce qu'eux vont pouvoir utiliser parce qu'ils ont un dispositif beaucoup plus héroïste. Je crois que tu connais ça, Marco. Ouais. Tu entends souvent parler de ce type de situation. Moi, ce que je trouve très intéressant dans une étude, c'est que cet argent qui est investi peut servir à tout le monde. Tu l'as bien dit, il y a le marketing, il y a la communication. Les deux peuvent travailler à l'élaboration du questionnaire. Mais il s'agit aussi de ne pas mettre en dehors les ventes parce que toutes les informations que tu vas pouvoir avoir dans cette enquête peuvent servir comme arguments commerciaux par la suite pour tes responsables des ventes. Ils doivent se nourrir de cela. Il n'y a pas plus intéressant lors d'un argumentaire avec un client ou avec un prospect que de donner un chiffre clé en disant, par exemple, toi, je vais te donner un chiffre d'une étude que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Eh bien, cette enquête te dit que 71% des responsables marketing estiment que créer du contenu eh bien, amène une forte valeur ajoutée à l'image de leur marque. Tu vois, ce chiffre, quand je te le donne, eh bien, ça te marque. Eh bien, ça va forcément marquer lors d'un argumentaire de vente et le responsable des ventes va pouvoir l'utiliser. Tu vois, là, c'est stratégique. Eh bien, on a parlé des ventes, on a parlé du marketing, on a parlé de la communication. Eh bien, on peut aussi parler des responsables métiers, des responsables opérationnels et même de la direction générale. Pour moi, l'intérêt d'une étude, et ce qui fait que le succès de cette étude, c'est quand justement tout le monde est réuni à un moment donné autour de la table pour pouvoir bien comprendre les enjeux et travailler à l'élaboration de cette enquête. OK. C'est essentiel. Concrètement, par la suite, une entreprise qui désire se lancer, parce qu'il y a sûrement des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui disent peut-être ça pourrait être une avenue intéressante parce que on regarde, là, on a toujours de la difficulté à trouver certains angles pour créer notre contenu, alors que là, à ce moment-là, on pourrait avoir vraiment une mine importante de données, de nouvelles données qui viendraient peut-être nous donner des petites grappes de contenu qu'on peut créer pour chacun des chiffres qu'on va aller chercher dans cette étude-là ou chacune des données qu'on va aller chercher dans cette étude-là. Et concrètement, comment ça fonctionne? Quelqu'un qui veut faire une étude comme ça fonctionne comment? Oui, c'est important parce que, en effet, très souvent, lorsqu'on a de l'information, on a toujours tendance à vouloir parler de ses produits. Je te disais tout à l'heure, on est souvent auto-centré, on a envie de dire « je suis le plus beau, je suis le plus fort ».
et effectivement, c'est moi le meilleur. Mais ça, si tu veux, je le remarque en France, mais je le remarque aussi ici, on est souvent tenté de dire qu'on est le leader de quelque chose. Ça suffit plus. Et aujourd'hui, les consommateurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, ont changé et attendent autre chose des marques pour pouvoir les convaincre. À partir de ça, c'est pas si difficile que ça que de penser et de réfléchir à une étude. Il faut déterminer le public que l'on souhaite viser. Est-ce qu'on souhaite interroger ses clients? Est-ce que l'on souhaite interroger les clients de ses clients? Avec mon équipe, on a souvent tendance à parler du triangle magique, c'est-à-dire la cible de l'enquête et la cible du contenu que l'on va pousser par la suite. C'est souvent pas la même. Moi, je suis plus intéressé à ce que tu me dises, par exemple, ce que pensent mes clients pour que je puisse aller les convaincre, plutôt que tu me dises forcément ce que pensent tes clients à toi et dans lequel moi je serais inclus, c'est-à-dire mes pairs. Ce qui va m'intéresser, c'est justement de savoir comment je vais moi aller pouvoir augmenter mon business. Eh bien, c'est important de déterminer la cible de cette population, de déterminer un peu comment je vais pouvoir l'utiliser. Est-ce que, alors souvent on parle des buyers personas pour pouvoir travailler. Est-ce que je vais déterminer des profils de clients? Ben ça, je vais devoir l'inclure dans mon enquête. Est-ce que je veux l'utiliser sur un secteur géographique donné? Et bien à partir de là, si je mets tout au bout et effectivement le sujet de fond, bien évidemment, le sujet du fond que je veux toucher, je peux créer rapidement un questionnaire. Un questionnaire, ça va prendre quoi? Entre une journée et 4-5 jours à mettre en place. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de questions. On l'a remarqué, on fait plus d'une centaine d'études chaque année avec entre 200 et 1000 personnes qui sont interrogées sur chacune de ces études. Un questionnaire qui dépasse les 10 ou 15 questions, c'est trop. On perd l'attention du répondant. Donc, tu vois, ce qui est important, c'est déterminer ses forces. C'est vraiment choisir son cheval de bataille. C'est ça, choisir là où on veut aller. On peut faire une enquête qui va faire 10 questions. Ça peut être très pragmatique. Et effectivement, ensuite, il va falloir l'utiliser et le mener. Là, pour ce faire, il y a finalement, il y a 4 grandes méthodologies d'enquête. L'enquête par téléphone. Là, pour ce faire, il faut soit mettre une force au téléphone pour pouvoir collecter les questionnaires. Alors, je déconseille, demander à ses représentants des ventes de mener les enquêtes. C'est la meilleure des façons de faire échouer son enquête. Voilà, il faut garder effectivement une certaine impartialité. Ce n'est pas contre les responsables des ventes qui, justement, doivent être impliqués dans le process. Mais en effet, il faut avoir une certaine impartialité. Ensuite, on va avoir l'enquête en face à face qui peut être faite justement grâce à des personnes qui sont présentes soit dans des entreprises, soit dans la rue, comme du street marketing. Et puis, on va avoir l'enquête qualitative, les entretiens individuels qui peuvent être faits. Et à mon sens, aujourd'hui, ce qui est le plus pertinent en termes de création de contenu, les enquêtes online, parce que c'est facile, c'est pas trop intrusif. Et aujourd'hui, comme tout le monde est connecté, je remarque, je constate, et Dieu seul sait que dans les années 2000, j'étais un fervent détracteur de l'online. J'ai aussi su évoluer. Eh bien, c'est ce qui permet d'avoir directement les individus et de pouvoir les engager à répondre à quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Eh bien, ça, il faut savoir trouver le bon outil. Il y a des super outils gratuits ou payants qui existent. Effectivement, grâce à des SurveyMonkey ou ce type de solutions, des Arionet en France ou Qualtrics, par exemple, qui sont très utiles pour pouvoir travailler. On va pouvoir programmer son questionnaire, le diffuser grâce à une mailing list, récupérer ses résultats. Et ces outils, justement, sont très pratiques. Je pense justement à des outils comme ceux-là pour pouvoir analyser rapidement et trouver des chiffres clés dont on aura besoin pour pouvoir communiquer et exploiter dans son document, qui peut être un livre blanc ou ce genre de choses. OK. Et dans votre cas, les gens qui sont sondés, est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont sur votre liste, par exemple, ou si c'est des gens qui sont cueillis un peu au hasard, là, un peu partout en France? Alors effectivement, si on prend le marché français, c'est très compliqué lorsqu'on est dans le monde B2B. Il y a très peu d'entreprises qui ont la capacité de pouvoir mobiliser un nombre important de professionnels. On est effectivement quasiment les seuls à pouvoir bénéficier d'une liste aussi exhaustive que ce soit des architectes, que ce soit des data scientists, si tu veux, dans les entreprises, que l'on peut mobiliser au travers de notre base de données. On n'interroge pas toujours les mêmes personnes, puisqu'on a plus de 2,5 millions de contacts qu'on va utiliser pour nos études, ce qui est colossal en effet. Et il faut savoir que les gens qui répondent à nos études, par exemple,
ne sont pas dédommagés pour pouvoir répondre aux enquêtes. C'est un petit détail qui est important, mais moi, c'est vrai que je suis un peu un puriste des études. Et je considère que si tu donnes ton avis sur un sujet, c'est parce que tu es volontaire pour le faire. Ça ne doit pas être un acte forcément rémunéré. Et en effet, c'est quelque chose qui permet de donner de la valeur à l'enquête que tu réalises. C'est vrai qu'au travers de ce que nous avons aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle justement de data scientist, je vais pouvoir, pour une marque donnée, engager, si tu veux, le dialogue auprès de 30, 40 ou 50 000 individus. Même si à la fin, j'ai que 200 répondants sur mon questionnaire, je vais pouvoir utiliser cette fenêtre d'expression pour qu'un annonceur puisse prendre la parole auprès de ces 30, 40 000 ou 50 000 individus. C'est très puissant. Mais ça, c'est justement la force d'un acteur, et c'est pour ça que parfois il est intéressant de sortir de son propre fichier pour pouvoir faire ses enquêtes. C'est justement la force d'un groupe comme le nôtre. Ce qui est très intéressant par rapport à ta question, Marco, j'ai souvent tendance à dire à mes interlocuteurs que lorsqu'on utilise son propre fichier client, j'espère bien qu'on a une très forte notoriété sur 100% de ses clients. Et j'espère tout de même aussi que sur ces prospects, on peut prétendre à 20 à 30% de notoriété, parce que ça reste quand même ses prospects. En revanche, très rares sont les entreprises qui peuvent être certaines de truster 100% du marché avec un fichier, sous réserve qu'on a un bon CRM. C'est pas tout le monde qui a un bon CRM, là, effectivement, c'est pas toujours facile, mais sous réserve qu'on a un bon fichier, on ne peut pas avoir l'exhaustivité du marché. Et là, il faut faire appel à des acteurs extérieurs. OK. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se dirige vers vous. Et oui. Comment on fait dans les faits, là? Est-ce que une petite PME du Québec, de Montréal, puis qui désire peut-être exploiter le marché européen, est-ce que on a les moyens de se diriger vers une firme comme vous pour faire affaire pour faire une étude? Comment ça fonctionne? Oui, en effet, c'est important effectivement de se poser cette question aussi. Le budget est quelque chose d'essentiel. Tout à l'heure, effectivement, je te disais qu'il est possible de trouver des moyens gratuits et des moyens plus importants, finalement, de mener son étude. Tout dépend de la stratégie que l'on aborde et justement l'orientation que l'on s'est donnée. Avant tout, chaque enquête doit être le fruit d'une réflexion stratégique. Et le coût finalement de l'opération est toujours lié à mettre en relation avec l'objectif que l'on s'est fixé. Il est difficile de mener une enquête en dessous d'un budget qui soit autour on va dire autour de 15 000 $. En dessous, il va peut-être être plus intéressant de chercher des solutions optimales autour de ce qu'on a soi pour pouvoir mener ces études. Et attention, les études les plus impactantes ne sont pas forcément les plus chères. On peut effectivement trouver des moyens très intéressants grâce aux réseaux sociaux, grâce aux moyens les moins dispendieux, d'aller finalement toucher un public. Maintenant, si on a la stratégie d'aller toucher un marché français, il va être important de capitaliser sur les acteurs qui pourront être de vrais catalyseurs, de vrais soutiens. Et en effet, on ne va pas se mentir, lorsque l'on souhaite toucher les industriels en France, lorsque l'on utilise l'affinité qu'ont ces industriels avec une marque comme l'Usine Nouvelle, qui fait partie du groupe Infopro Digital, on est certain de toucher chaque directeur d'industrie en France. Parce qu'ils vont lire le magazine, ils vont aller sur le site, ils vont lire la newsletter. Donc là-dessus, je ne m'achète pas seulement une étude, je vais plus loin que ça. Je m'achète aussi un bel élément de communication. Et là, en effet, c'est un peu plus coûteux, mais en revanche, je suis certain de l'objectif que je vais atteindre. Donc là encore, une PME québécoise qui se dit « Ok, mon marché demain, parce que je suis une start-up, parce que je sais que je développe beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle, dans la maintenance prédictive, et que je sais que mon marché en France, parce qu'on est à l'heure de l'industrie 4.0 en France, on va même plus loin que ça, mon marché est là-bas, eh bien, moi je vous dis, allez-y, investissez parce que vous êtes certain d'avoir un return sur investissement important. Parce qu'après ça, dans le fond, ce que je comprends bien, c'est que les études vont pouvoir être mises de l'avant, vont pouvoir être showcasées en bon québécois dans les différentes publications que vous avez. Vous avez quoi, une 60aine de publications, je pense, c'est ça environ? C'est tout à fait ça. Et c'est ciblé par secteur d'activité, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et bien justement, tu fais bien de le dire, là-dessus aussi, ce point est essentiel. On a une vraie relation finalement qui s'instaure avec la rédaction de chacun des titres. Nous travaillons avec chaque rédacteur en chef pour trouver le sujet le plus porteur. Encore une fois, l'idée n'est pas de trouver un sujet
qui va être là pour mettre uniquement en avant le produit de l'enseigne. Bien au contraire, on doit être orienté vers le client, hein, en réalité, en lui apportant de l'information. Et là, pour le coup, on va travailler le questionnaire, d'une part avec la rédaction. Ça, il n'y a pas tout le monde qui est capable de le proposer. Et puis, deuxièmement, et ce qui est très intéressant, c'est que le contenu va être aussi relayé et interprété par la rédaction. Donc, on a déjà un contenu éditorial naturel qui est fait. Bien évidemment, en respectant l'indépendance éditoriale, c'est très important, hein, pour que le contenu soit pertinent et fiable et que le lecteur puisse avoir confiance dans le magazine. S'il y a une vraie indépendance entre la rédaction et l'annonceur. Mais néanmoins, à un moment donné, il se retrouve sur le partenariat qui est lié à cette enquête. OK. Excellent. Alors, comment on fait pour se lancer? Les gens qui sont là et entrent en contact avec toi sur Internet, j'imagine, facile à rejoindre sur LinkedIn, entre autres. Oui. Sur LinkedIn, effectivement, je serais ravi de répondre à leurs questions. J'ai souvent tendance à dire, et depuis des années, un peu comme mon premier métier, qui était de poser pour le début la première question, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il n'y a qu'en posant des questions qu'on aura des réponses. Et en effet, pour compléter cette ellipse, je leur recommande réellement de venir m'interroger. Essayez de voir comment je peux les aider. Je me ferai un plaisir, je serais vraiment ravi de leur donner les meilleures astuces et de leur donner les meilleurs conseils pour pouvoir répondre à leur propre stratégie. Excellent. Alors, comme à l'habitude, les liens pour te rejoindre seront dans les notes de l'épisode. Alors, les gens pourront aller te rencontrer sur LinkedIn pour poursuivre la discussion. Comme tu dis, poser des questions, faire leur propre enquête à ton endroit pour en découvrir un peu plus sur ton domaine et voir un peu, comme tu dis, comment ils peuvent utiliser tes services pour aller plus loin dans leur quête de la France. Avec grand plaisir. On est rendu à chaque épisode, Olivier, je pose une série de questions éclairs et j'appelle ça la série des questions, la pédale au fond. C'est 5 petites questions qui se répondent très, très, très rapidement. Alors, j'y vais de ce pas. Ton livre favori? L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. OK. Et pour quelle raison? Le lieu, ça se passe à Bali, l'histoire qui a changé ma vie et pour tout ce que ça raconte et qui permet de voir la vie autrement. OK. L'outil ou l'application numérique que tu préfères? Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être Spotify. Ah, OK. Ça a égayé beaucoup de moments de ma vie. Je fais beaucoup de sport, donc effectivement, ça me permet de me reconcentrer sur mon effort, mais aussi sur mes recherches. Et puis, je l'utilise aussi quand je travaille, donc voilà, Spotify. Est-ce que c'est une application que tu utilises pour écouter des podcasts? Pas encore, mais j'aimerais bien, parce que je trouve ça très intéressant. Ça commence les podcasts sur Spotify. Depuis quelques mois, il y a des podcasts, de plus en plus de podcasts en fait qui sont sur Spotify. Incidemment, l'accélérateur est sur Spotify. Ça, c'est vrai. Quel serait le conseil que tu donnerais à Olivier Sénille d'il y a 5 ans? Fais-toi confiance. OK? Je ne peux pas te dire mieux, mais effectivement, c'est Voilà. fais-toi confiance. Je pense que je ne me faisais pas forcément confiance suffisamment et peut-être que si je m'étais fait un tout petit peu plus confiance, voilà, je me serais lancé un peu avant. Le résultat aurait été différent. Ou en tout cas, il serait arrivé plus rapidement. Et quel est ton plus gros défi dans les 12 prochains mois? Convaincre des entreprises québécoises à travailler avec moi. C'est vraiment mon défi des 12 prochains mois. OK. Excellent. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui va certainement aider à tout le moins comprendre un peu plus que ce que tu fais et comment les entreprises peuvent utiliser tes services. Et finalement, la dernière question, comment accélères-tu tes résultats de plus en plus chaque jour? L'engagement grâce notamment aux réseaux sociaux. Okay. Je fais beaucoup de relais sur les réseaux sociaux des études que nous sommes amenés à réaliser et c'est la meilleure façon de pouvoir être visible et d'augmenter justement mes ventes, mais aussi mes réalisations et non seulement les augmenter, c'est bien, la quantité c'est bien, la qualité, on les améliore grâce à ça.
Oui, ben, tout à fait. Puis ça permet aux gens aussi de voir de façon très tangible ce que tu peux réaliser pour, même si c'est pas leur propre entreprise. Des fois, ça peut être pour un compétiteur, ça peut être pour quelqu'un qui est dans un tout autre C'est ça. domaine, mais au moins de façon tangible de voir ce que tu peux réaliser pour ces gens-là. Ça peut inspirer des idées qui peuvent par la suite se transporter dans leur propre entreprise. C'est tout à fait ça. C'est passionnant. C'est effectivement une belle aventure et c'est grâce à ça aujourd'hui que je développe. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Marco. Oui, oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, Olivier, un gros merci d'être passé sur l'accélérateur. C'est la première fois qu'on aborde un sujet qui a rapport avec les études. On avait reçu Jean-Marc Léger il y a quelques semaines sur le sujet du Code Québec, qui est un livre qui a été écrit, je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit pour décoder le québécois, justement, pour comprendre la société québécoise et toutes les habitudes et aussi les paradoxes qui existent à l'intérieur même de la société québécoise. On avait reçu Jean-Marc pour venir nous parler de ça. Jean-Marc, que tu connais sûrement. Bien sûr, bien sûr. Vraiment très, très en vue ici au Québec. Tout à mais fait. Vraiment, de parler d'études qui peuvent aider les entreprises à l'étranger pour développer les marchés étrangers, c'est la première fois qu'on le faisait sur l'accélérateur. Alors, un gros merci de ta présence. C'est moi qui te remercie à nouveau. Merci comme à l'habitude, on laisse dans les notes de l'épisode les façons de te rejoindre. Et puis, de notre côté, bien, on se reparle bientôt. À tantôt. Merci beaucoup. Merci, Marco. Ciao. Je vous avais dit en début d'épisode que cet épisode serait particulier parce que, justement, on traitait d'un sujet qu'on n'avait jamais traité auparavant sur l'accélérateur. Alors, je pense que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette nouvelle présentation, cette façon de faire en développant du contenu à partir des études et à partir de sondages que vous pouvez réaliser avec l'entreprise pour laquelle travaille Olivier Sénille. Donc, je pense que définitivement, ça va vous ouvrir certains horizons qui peut-être vous n'aviez jamais pensé auparavant pour votre stratégie de création de contenu dans le futur. Comme à l'habitude, évidemment, je vais mettre dans les liens de l'épisode les différents liens pour rejoindre Olivier Sénille sur les médias sociaux. Comme il l'a indiqué à la fin de l'entrevue, il est particulièrement efficace sur LinkedIn. Alors, je vais mettre le lien pour rejoindre Olivier directement avec son profil LinkedIn. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise avec l'inspiration que nous a partagée aujourd'hui Olivier Sénille avec ses nouvelles façons de faire, sondages et études. Peut-être que vous allez décider d'incorporer ça dans votre stratégie marketing pour les prochains mois, prochaines années. Voilà donc qui termine cet épisode 124. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 125. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!